j'ai moi-même participé à une de ces tribunes que vous évoquez avec les autres collègues responsables des services de pédopsychiatrie du département où je travaille. Mais on peut se demander pourquoi ce cri d'alerte maintenant alors que la psychiatrie française traverse une crise depuis de nombreuses années. Pourquoi a-t-elle atteint, cette crise, un niveau si intolérable aujourd'hui ? Les difficultés de terrain sont de plus en plus nombreuses, je vous en cite quelques-unes. Le manque de personnel, auquel s'ajoute l'absence de places disponibles en structure de soins, que ce soit en hospitalisation ou en soins ambulatoires, et la crise des vocations. Le pédopsychiatre est devenu une espèce en voie de disparition. Cela sans évoquer l'augmentation de la population, sa grande précarité. Les dispositifs de proximité, comme par exemple les CMP, ont aujourd'hui à peu près le même effectif soignant qu'il y a 20 ans, sans que des ajustements soient apportés en fonction de cette progression du nombre de jeunes enfants et adolescents du département. Pour vous donner une idée plus précise, à 20 ans, la part de jeunes chaque année reçus en pédopsychiatrie a augmenté de 60%, toute forme de prise en charge confondue. Ça, c'est le fond du problème. D'un côté, l'augmentation des besoins, de l'autre côté, la pénurie des soignants, des ressources et cette réduction de la démographie médicale. La réduction de la démographie médicale. Et puis, il y a eu l'effet Covid, la fermeture d'un certain nombre de services, d'institutions de soins, celle des établissements scolaires ou même des activités sportives ou culturelles, a fait voler en éclats tous les circuits qui avaient été mis en place par les dispositifs de soins, enfin une circulation entre l'école, la maison, puis l'hôpital ou le CMP. On a vu l'importance cruciale de ces circuits qui sont autant de liens tissés comme de la dentelle pendant l'accompagnement de nos jeunes et qui fonctionnent comme des soupapes, des points d'équilibre, d'arrimage, malgré parfois une grande fragilité psychique. L'appauvrissement de la psychiatrie de secteur va au-delà des difficultés que nous évoquons ici. C'est-à-dire que je dirais que l'appauvrissement de la psychiatrie est aussi lié aux nouvelles politiques de santé mentale, à une époque où prédomine le discours managérial avec son exigence de performance et de rentabilité. Cela a comme conséquence directe la perte de l'attractivité du service public. Peut-être qu'il faut être fou pour persister et pour vouloir continuer à exercer dans des conditions pareilles. Je pense que l'orientation analytique, la nôtre, nous aide à supporter cela et à pas être complètement englouti dans une sorte d'endormissement, de mortification ambiante. Là encore, il s'agit d'un mouvement qui ne date pas d'aujourd'hui. Dans les années d'après-guerre, le souci de déstigmatiser les personnes souffrant des troubles psychiques a conduit l'Organisation mondiale de la santé à créer une unité de santé mentale que je qualifie d'un premier pas vers la dépathologisation. En effet, l'accent porté à la santé dans sa globalité a relégué progressivement la maladie à un second plan. Nous avons aujourd'hui des établissements publics de santé à la place des asiles psychiatriques qu'on a connus dans le temps. Les nouvelles classifications statistiques basées sur un codage systématique des signes cliniques regroupés sous forme de troubles a aussi contribué au pâlissement de la psychopathologie.
Donc le concept de santé mentale est devenu depuis quelque temps, mais vraiment le nouveau référentiel des pratiques et des discours concernant les soins en psychiatrie. Plus récemment, ce culte du be yourself, du être soi-même, faire valoir son style de vie, sa différence, ça, là encore, ça conduit à un effacement des contours entre le normal et le pathologique au nom de l'égalité des citoyens. Une conséquence directe de la dépathologisation est ce que j'appelle la criminalisation du diagnostic. Il y a certains diagnostics qui sont complètement proscrits. Il faut éviter de mettre dans un certificat, par exemple, d'écrire tableau psychotique ou psychose, au risque d'avoir un procès. Mais ce qui est intéressant, et vous avez raison de le signaler, c'est qu'à côté de ça, paradoxalement, il y a d'autres diagnostics qui sont aujourd'hui revendiqués par les jeunes, qui s'identifient entre eux comme des hypersensibles à haut potentiel. J'en ai quelques-uns dans le service. Et là, je reprends votre exemple. De nouveaux concepts émergent également, comme celui d'éco-anxiété, pour rendre compte des expériences d'anxiété liées aux crises climatiques et environnementales. J'ai envie de dire que la clinique est indissociable de l'histoire des idées, des transformations de la société. Ce qui me semble intéressant, c'est d'analyser ces symptômes contemporains et puis de pouvoir nous interroger sur la façon dont les jeunes d'aujourd'hui s'en servent, comment ils font usage de ça et comment ils s'en approprient ou pas pendant le traitement, la thérapie, pour s'inventer un montage inédit. Vos trois questions sont pour moi intimement liées. D'une part, on assiste à une simplification de la discipline, un appauvrissement de la psychiatrie dû à différents facteurs. Nous en avons cité quelques-uns ici. Par ailleurs, on constate un changement de paradigme, je dirais, corrélatif au mouvement actuel de dépathologisation de la clinique et qui concerne tout particulièrement la pédopsychiatrie. C'est-à-dire qu'au lieu de faire passer la frontière entre le normal et le pathologique, on la fait passer aujourd'hui entre le normal et l'optimal. C'est-à-dire qu'on vise la performance, l'efficacité. On peut toujours faire mieux, comme on dit. Est-ce qu'un enfant est agité? Est-ce qu'il est un peu turbulent? Ou est-ce qu'il est un hyperactif et il faut qu'il rentre dans un protocole émis sous Ritaline? Est-ce qu'un adolescent traverse une mauvaise passe? Il se sent un peu triste? Ou est-il déprimé? Des batteries des tests s'enchaînent, nouvelle classification statistique à l'appui, chaque trouble ayant droit à un traitement médicamenteux. Réchauffement climatique, crise politique, économique, la guerre à nos portes. Le malaise contemporain ne fait qu'aggraver l'urgence subjective de grand nombre de jeunes aujourd'hui. Bien que les médicaments ne soient pas le traitement d'élection pour la plupart des situations en pédopsychiatrie, on s'en sert vraiment quand cela s'avère nécessaire, le recours à la bonne molécule donne l'illusion de répondre à l'exigence d'efficacité immédiate. Dans un contexte où les praticiens n'ont plus de temps à accorder à leurs jeunes patients, on comprend que cela puisse séduire certains collègues à défaut d'une autre orientation. Pour conclure, une remarque qui évite de sombrer dans cette ambiance pessimiste. Moi j'ai idée, mais nous pouvons le dire avec Freud et Lacan, que la crise elle est inhérente à l'être parlant. Et donc à nous de trouver à l'intérieur de la crise un levier, quelque chose pour y faire face. Et ça, mais vraiment sans nostalgie et
en suivant, et de manière très attentive, les discours ambiants. Je ne sais pas si ça rentre là-dedans, mais quand il y a cette exigence aujourd'hui de performance et de résultats immédiats, exigence auxquelles répond en partie les neurosciences aujourd'hui, hein, qui prétend ou qui promet en tout cas répondre de tout. Et comme ça, dans un lien de cause à effet. La psychanalyse, telle que nous la concevons, ça demande du temps. Enfin, il faut le temps. Il faut le temps de rencontrer le patient, il faut le temps de faire une place à sa parole, de cerner avec lui un point là de dérangement qui se traduit sous forme de la symptomatologie visible et apparente. Et moi j'ai idée qu'aujourd'hui, en tout cas à l'hôpital, ce que je vis, c'est que on ne nous interroge pas tant sur l'orientation qui est la nôtre, mais il y a de plus en plus cette exigence de chiffres, d'activité, d'efficacité. Il faut que ça tourne et que ça tourne vite. Et donc, comment justifier qu'on reçoit des patients tous les jours, un même patient, 3 fois par semaine au niveau du CMP, tout ça, c'est difficile pour eux que ça rentre dans leur manière de raisonner. On peut à chaque fois justifier que ce temps passé auprès du patient, ça évite une hospitalisation, ça évite un passage à l'acte, donc beaucoup plus coûteux à la société que l'hospitalisation en soi. Mais là, pour le coup, la marge de manœuvre se rétrécit. Peut-être qu'on prescrit plus parce qu'on a une prévalence, est-ce qu'elle est un petit peu faussée par les nouvelles classifications. Là, on peut prendre l'exemple de l'autisme. On avait les troubles autistiques, puis les troubles envahissants du développement. Aujourd'hui, les troubles du neurodéveloppement. Et donc, la prévalence des troubles autistiques a augmenté de manière exponentielle. Bien sûr qu'il y a d'autres facteurs en jeu pour que cette présence des troubles autistiques soit si importante aujourd'hui, mais il y a ça. Et puis c'est vrai que on revient un petit peu à la théorie organodynamique critiquée par Lacan déjà dans les années 50, c'est-à-dire à une symptomatologie correspond une cause organique égale il y a un traitement possible. Et là, pour le coup, un traitement médicamenteux. En tout cas, dans le service, on prescrit très peu. Alors ça c'est intéressant parce que c'est vous êtes des psychanalystes, vous ne prescrivez pas. C'est faux ça, tu vois. On prescrit quand c'est nécessaire, on prescrit. Mais pas tout le temps. Et puis en pédopsie, je pense que c'est étonnant de voir ça parce que c'est même dans les protocoles, dans les recommandations de bonnes pratiques, les médicaments arrivent rarement en première intention. Il y a une psychothérapie très souvent préconisée avant un traitement médicamenteux. Alors après, si un jeune adolescent arrive en pleine crise aux urgences, une crise d'agitation ou avec, je sais pas, une bouffée délirante aiguë, mais ça de tout temps, on a besoin de l'aider avec un traitement chimique, ne serait-ce que le temps pour qu'il puisse être disponible à un traitement par la parole. Les deux choses peuvent venir en parallèle. Donc tout ça, on peut se dire, bon, avec
avec cette histoire de traitement médicamenteux, avec cette présence des neurosciences, avec toute cette théorie neuronale du cerveau. La parole, la pauvre, elle est complètement silencieuse, je dirais ça comme ça. Elle est vouée au silence à côté de ça. Mais paradoxalement, on voit qu'il y a une pléthore de pratiques de la parole, mais qui ne sont pas la psychanalyse. Les groupes de parole, le coaching, le renforcement positif, les discussions multifamiliales ou avec des pères aidants, etc. Tout ça, ce sont des pratiques de parole. Alors, la pratique de la parole dans mon service, en tout cas, je la conçois comme ça, c'est tout autre chose. C'est la pratique de la parole en psychanalyse et en psychanalyse d'orientation lacanienne. C'est-à-dire que c'est une parole qui porte, enfin, du côté de l'analysant ou de celui qui s'adresse à l'analyste. Lacan a toujours centré l'expérience analytique sur la parole de celui qui s'adresse à l'analyste. Et c'est pendant le traitement analytique que quelque chose de l'ordre d'un symptôme va se construire, mais qui n'est pas le symptôme médical, qui n'est pas le symptôme décrit dans les classifications comme le DSM. C'est un symptôme dont le clinicien a, comme dit Lacan, la moitié à sa charge. C'est-à-dire que c'est un symptôme qui va se construire pendant le traitement et à partir de la parole, de cette prise de parole du patient. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la parole de l'analyste. Et c'est une parole qui est tout de même pour laquelle on a un certain nombre de règles. On ne dit pas n'importe quoi à son patient. C'est une parole, je dirais qu'il y a une économie de la parole, bien que d'expérience, dans certains cas, il faut apporter quelque chose au patient, mais je dirais que là, nous aurons bientôt les journées sur l'interprétation. Il n'y a pas tout ça, c'est très cadré là pour le coup. Je ne sais pas comment le dire, mais moi je pense qu'il y a un problème des deux côtés, c'est-à-dire il y a la parole, elle est un peu vidée de sa substance. C'est-à-dire que la pratique de la parole, on fait un coaching, on fait des réunions, on fait des groupes de parole, mais tout ça est vidé de substance. Et je pense que l'orientation analytique permet de redonner à la parole son poids, son importance, de recentrer les choses sur la parole. Puis il faut dire qu'il s'agit d'une clinique sous transfert, c'est-à-dire que cette parole qui s'adresse à l'autre dans le cadre de l'expérience analytique, tout ça se fait sous transfert.